دندت هل مسك هل جنسي دندت هل مسك هل جنسي دندت هل متك هل جنسي دندت هل مسك 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 هل جنسي دن خاب هل جنسي دن خاب مسك هل جنسي دن خاب هل جنسي دن خاب. Juste avant de reprendre une petite chose qu'on a oublié de dire, c'est que B.S. Johnson, vous pouvez attaquer par ses romans ou bien par la biographie que lui a consacrée Jonathan Coe et qui était traduite par Vanessa Guinry. B.S. Johnson, Histoire d'un éléphant fougueux. Donc si on est séduit par les romans, eh ben, on rentre et on va voir la biographie qui est absolument extraordinaire. On n'a pas le temps d'en parler véritablement. En quoi elle est extraordinaire? C'est parce qu'elle a été écrite par un écrivain qui est, disons, le roi de la fiction classique et qui a consacré 7 ans de sa vie et bien plus à un écrivain qui déstructurait totalement les romans. Et c'est une biographie qui est absolument sidérante, très émouvante et magnifiquement traduite. Merci. Et bon, Vanessa, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'elle a écrit un livre aussi sur B.S. Johnson, les livres de B.S. Johnson. Ceci n'est pas une fiction. Ceci n'est pas une fiction, les romans vrais de B.S. Johnson. Voilà, c'est paru chez les presses universitaires de la presse Sorbonne. universitaire de la Sorbonne. Et c'est une grande spécialiste de B.S. Johnson. Et honnêtement, c'est un livre incroyable. C'est une sacrée bio et qu'on la considère comme faisant partie de son travail d'écrivain. Contrairement à 2 autres bio plutôt alimentaires. Un livre de ses romans. Voilà. Maintenant, on va parler un peu du domaine grec avec Michel Volkovitch, qui est le traducteur de tous les livres des auteurs grecs que j'ai publiés. Donc, Ménis Koumandareas, Ersis Sotiropoulos et Zirana Zatelli. Tu connais son affaire. En attendant d'autres. Alors la Grèce, on en parle beaucoup en ce moment, on parle assez peu des livres grecs. Pourtant là-bas, il y a une poésie d'une richesse incomparable, je crois. Il y a aussi des prosateurs. Et je dirais que actuellement, en Grèce, il y a 5 noms qui se détachent, à mon humble avis. Sur ces 5 noms, il y en a 4 que j'ai eu la chance de traduire. Et sur les 4, il y en a 3 qui ont été publiés par Pascal. Et un 4e qui l'est virtuellement, il est au programme si tout se passe bien. C'est dire la qualité de son choix. Je dois dire que ces auteurs que j'ai pu, grâce à lui, faire connaître en France, si peu que ce soit, je rêvais quelquefois de les publier depuis une vingtaine d'années. Donc je lui ai donné ce que j'avais de mieux, ou plutôt c'est lui qui m'a pris ce que j'avais de mieux et qui m'a permis d'exister, en partie. Alors, pour parler des bons, il y a 2 patriarches, 2 octogénaires, Thanasis Valtinos, dont je ne m'occupe pas, malheureusement, on ne peut pas tout avoir, il est en de bonnes mains, chez Lord Libre. Et puis il y a Ménis Koumandareas, qui est un romancier, je dirais tout à fait classique, du moins en apparence. Et petite parenthèse, je m'étonne de voir l'intérêt de Pascal pour mes chers Grecs, dans la mesure où l'écriture de ceux-là, du moins, est tout à fait classique, ou du moins en apparence. Ce sont des livres relativement courts, écrits de façon simple, et on comprend tout. C'est tout à son honneur, vous voyez son éclectisme. Koumandareas a publié des nouvelles, des romans, et le sommet de son œuvre, à mon avis, c'est 2 livres
écrit et publié dans les années 70 et 80. Et ce sont ces deux-là que Pascal a choisi. Je dois dire qu'il a longtemps hésité. Ça a duré 3 ans pour se lancer. Mais une fois qu'il a décidé, c'est allé très vite. Alors ce livre sur lequel il a hésité, c'est une toute petite chose. Ça s'appelle La femme du métro. Je n'aime pas raconter les histoires. Et en plus, je les oublie. Celle-là, moi, je m'en souviens vaguement quand même. Ça se passe dans le métro athénien. C'est la brève rencontre entre une dame mariée, installée, mûrissante, quadragénaire plus, et un jeune homme qui voyage en même temps qu'elle. Il a 20 ans, donc tout les sépare. Ils se rapprochent, évidemment. Ils vont être très rapidement séparés. Donc c'est 3 fois rien. Mais c'est un livre absolument magique, écrit avec une limpidité apparente, une finesse. Chaque mot compte. C'est de la musique pure. Et avec cette petite histoire, un peu comme Racine chez nous, il réussit à faire quelque chose de bouleversant. Tu es d'accord, Pascal ? Oui. Bien. Non, c'est une histoire très très simple hein, d'adultère. Mais ce que j'aimais dans cette petite histoire, c'est tout l'aspect du non-dit et toute la symbolique souterraine justement, et qui reflète bien aussi ce qui a pu se passer en Grèce dans les années 70 quoi. Oui. C'est-à-dire tout ce qui relève du non-dit sociétal et qui apparaît à travers cette petite histoire comme ça d'une façon très très simple. Bon, voilà, c'est une histoire classique d'adultère, mais le traitement est incroyable et c'est vraiment sur le fil du rasoir, quoi. Et on trouve la même chose entre les lignes. Voilà, dans le Beau Capitaine. Et c'est pour ça qu'effectivement c'est très classique, mais voilà, je trouve que le Beau Capitaine est classique comme les Melville, quoi. Et donc ou Flaubert ou Fitzgerald, voilà, cette écriture très travaillée, qui traite des thèmes de la jeunesse et l'âge mûr ou voire la vieillesse. Et on retrouve tout ça chez Commandareas dans différents registres, dans le Beau Capitaine, dans La femme du métro, mais aussi dans ses nouvelles. Voilà, continue. Alors le Beau Capitaine, c'est aussi quelque chose d'assez étonnant. C'est l'histoire d'amour entre un vieux conseiller d'État et un jeune capitaine qui vient le solliciter pour l'aider dans un conflit qu'il a avec la hiérarchie militaire. C'est une histoire d'amour où il ne se passe rien, où le mot d'amour n'est jamais prononcé. Une histoire de pure fascination. Il y a toujours la fascination de la jeunesse et de sa fragilité chez Commandareas. Et d'ailleurs, le capitaine va vieillir au cours de l'histoire. Donc, rien non plus ne va se concrétiser. C'est une histoire donc de fascination et de frustration. Et parallèlement à cette histoire personnelle, si vous voulez, il y a un plan plus large, politique. On assiste, puisqu'il s'agit de l'armée, c'est les magouilles dans la hiérarchie de l'armée, on assiste à la montée progressive qui va mener au coup d'État de 1967 et à l'arrivée au pouvoir des colonels. Et c'est un bouquin, là encore, où presque rien n'est dit. Tout est dans le non-dit ou le demi-dit. Et c'est certainement ce qu'il a écrit de plus dépouillé, en même temps de plus riche. C'est une merveille qui avait déjà été publié auparavant, que Pascal a eu la bonne idée de reprendre, et qui n'a pas magnifiquement marché, on peut le dire. Oui, enfin, c'est un livre qui attend encore son public. Voilà. Oui, bon. Ouais, pour moi, c'est déjà faramineux, 1000 exemplaires. Enfin, passons. Je ne vais pas passer la soirée à me lamenter. Donc, ça, c'est Commandareas. On va parler ensuite de Elsis Sotiropoulou, qui, en français, a choisi de s'appeler Sotiropoulos. Et il y avait déjà un roman d'elle traduit chez Maurice Nadeau, et Pascal a réussi à la convaincre de publier un autre roman, celui qui venait après, Dompter la bête.
Là encore, je ne vais pas raconter parce que c'est complexe. Si vous voulez, ces romans, à elle, c'est toujours une espèce de polyphonie. Il y a 5 ou 6 personnages qui font une espèce de ronde, de ballet, qui prennent la parole, qui apparaissent, qui disparaissent. Disons que il y a des personnages très différents. Il y a un politicien arrivé, pas vraiment véreux, mais enfin installé dans le système, pas très reluisant, mais qui en même temps a la passion de la poésie. Et il écrit de la poésie très mauvaise. Enfin, il l'écrit. Il y a son fils, qui a 16 ans, et qui est un jeune révolté, sans trop oser se révolter en fait. Il y a sa mère, qui est une vieille, très vieille, folle, qui se shoot à l'alcool et au jeu de l'amour à la télé. Ça s'appelle comme ça les feux, c'est ça, les feux de l'amour. C'est encore mieux. Et il y a aussi un personnage de jeune marginal qu'on a appelé Mariole, qui est absolument fascinant, qui apparaît comme une petite guape d'abord et qui se révèle finalement quelqu'un de sensible et de sensé. Parce que ce qu'il y a de merveilleux dans ces romans de Sotiropoulos, c'est que c'est vivant, ça donne une image de la Grèce contemporaine extrêmement juste et qui vous prend en tripes, et en même temps, il y a ce que j'apprécie beaucoup chez tous les auteurs, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire que ces personnages antipathiques ou ridicules, à un moment donné, deviennent sympathiques et réciproquement. Donc c'est compliqué et indécidable comme la vie elle-même. Ça, c'est beau, toujours, c'est toujours émouvant. Et nous passons à la troisième perle, le troisième diamant, qui s'appelle Ziran Azateli. Je dois dire que ce qui me frappe, c'est que j'ai parlé des 2 patriarches octogénaires, mais en ce moment, le jeu en Grèce, pour ce qui est de la prose, est mené par 3 femmes. L'ardent féministe que je suis est ravi. Donc sur ces 3 femmes, il y a Ioanna Karistiani, qui est au programme, qui est une superbe romancière qui a déjà été traduite, publiée au Seuil, mais ça n'a pas marché, ils ne s'en sont pas vraiment occupés. Et il y a donc Sotiropoulos, et la troisième, c'est Ziran Azateli. Ziran a commencé par 2 recueils de nouvelles qui ont fait sensation. Et elle est devenue, en Grèce, une star. On ne peut pas imaginer la gloire de Zateli, qui ici est vraiment très peu connue. Bien que 2 romans aient été publiés au Seuil, là aussi, sans succès. C'est une magicienne, Zateli. Elle raconte son enfance dans un village de la province grecque, du côté de la Bulgarie, là-haut, avec des choses tout à fait simples ou banales, mais elle a le don de transformer tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle écrit, tout devient magique et enchanté. Par exemple, on peut se trouver chez le coiffeur du coin, et coiffeur vaguement pédophile, et ça devient une espèce de fantasmagorie enchantée, superposée à ce qu'on devine d'un peu sordide. Elle raconte donc sa vie d'enfance, elle est très attachée à l'enfance, son adolescence, et dans ses romans, elle va développer ce qui était en germe dans les nouvelles. Vous sentez que ce que je préfère chez elle, ce sont justement ces petites nouvelles où tout est très dense, alors qu'après, elle se met un peu à s'écouter écrire, elle se prend pour Ziran Azateli. Bon, enfin, c'est encore très beau, mais ça ne vaut pas la densité, la force de ses premières œuvres. Elles sont disponibles, excuse-moi Pascal, je fais de la pub pour la concurrence, elles sont disponibles aux éditions en ligne Publinet, créées par François Bon, mais j'ai retiré de chez François Bon une nouvelle qui s'appelle Le vent d'Anatolie pour la donner à Pascal, et dans l'espoir aussi qu'un jour nous pourrons publier le recueil entier. Bien que les nouvelles, vous savez, ça ne se vend pas, les gens n'ont pas envie, etc.
Donc, la nouvelle qu'il a choisie, à mon avis, est le sommet de l'œuvre de Zatelli. Ça, 30, 35 pages. C'est rien du tout, c'est dans la petite collection. Là, je ne sais pas si... 60 pages. Oui, bon, ça dépend de la mise en page. C'est l'histoire, si je me souviens bien, de la rencontre entre une petite fille et d'une vieille dame malade. Anatolie, c'est pas le vent, c'est pas le pays, c'est le nom de la vieille femme. Et il se passe 3 fois rien. L'approche de la mort, la petite fille qui pressent que la vie ne dure pas. Et puis il se passe des choses mystérieuses entre ces deux personnages. Et c'est tout. Et c'est absolument extraordinaire. Ouais, c'est vraiment un petit bijou. Mais il est très modeste parce que j'ai découvert cette nouvelle sur son site et en lisant la nouvelle, en bas de la page qui était consacrée à Zatelli, il était marqué qu'il rêvait que de voir publier cette nouvelle qu'il considérait comme son sommet. Donc moi je l'ai choisie, mais je l'ai choisie parce qu'elle avait d'abord été traduite et mise en avant par Michel Volkovitch. Donc il faut remettre les choses à leur place, tout de même. Voilà. Merci Pascal, enfin, merci. Tu as quand même fait une bonne moitié du chemin. Oui. Merci Michel. Voilà, ce qui est possible, c'est de continuer effectivement avec Michaelis Ganas, un petit bouquin qui esquisse comme ça très rapidement 10, 20 femmes, ça s'appelle Quelques femmes, et ce sont des petites vignettes et j'espère pouvoir le faire. Quoi. Voilà. Là aussi un livre fascinant, donc je répète l'importance qu'a pour moi cette collection grecque j'espère bien que ça va pouvoir continuer le plus vite possible. J'ajouterais que il faut parler du compagnonnage. Oui, du compagnonnage avec Pascal, qui est quelque chose de très précieux pour moi. Il est aussi pinailleur que moi. Donc il y a toujours des échanges entre nous. Tu crois que ça va? Mais oui, parce que, etc. Et donc il y a des échanges très très techniques et documentés. Et ce qui est très beau, c'est qu'on finit toujours par tomber d'accord. Voilà, c'est merveilleux. C'est assez idyllique. Donc, pour terminer, je dirais que la Grèce comme Quidam sont un peu dans la même situation. On est dans la tempête, on est dans le tunnel, mais par définition, les tunnels ont une issue. Donc, je l'attends avec impatience. Merci. Philippe Hanoch, dont j'ai publié deux romans, Liquide, que je considère comme un vrai chef-d'œuvre, de A à Z, totalement maîtrisé, et une fantaisie, moi j'appelle ça une fantaisie, peut-être que Philippe aura un autre mot, qui est le pendant humoristique de Liquide, tout à fait autre chose, mais ils sont très apparentés. Je veux dire juste un mot principalement de Liquide. Liquide, pour moi c'est vraiment ça a la force des choses de Pérec. Je cite pas Pérec au hasard, même s'il lui ne l'a pas lu et n'a peut-être pas envie de le lire parce que ça pourrait peut-être bouleverser des choses aussi chez lui et peut-être que c'est effectivement à éviter. Mais Liquide, c'est vraiment un livre extraordinaire parce que il est maîtrisé totalement et c'est simplement l'histoire banale de quelqu'un qui ne sait pas du tout qui il est, qui a toujours pris l'habitude de prendre finalement le rôle qu'on lui alloue et en soi c'est un drame total et on découvre, je dirais, au fil de l'eau et au fil de tous les liquides qui sont impliqués dans ce roman, le cœur du drame qui est quelque chose de très intime, très familial. C'est un livre vraiment magnifique parce qu'on ne sait pas du tout où on va, mais on y va d'une façon très très sûre et c'est absolument très émouvant de découvrir finalement pourquoi un homme est figé ou pourquoi un homme est liquéfié. Voilà, et Philippe a choisi de parler
d'un livre que vraiment que j'adore, qui a été un fiasco commercial total, hein, puisque je vais même donner des chiffres, hein, et il s'en est vendu 137. Je l'avais tiré à 2000 exemplaires, parce que j'étais persuadé que ce livre serait reconnu comme quelque chose de très puissant. Et ben non, ça n'a pas été reconnu comme tel. Il y en a qu'un qui l'a reconnu comme tel. Je veux dire, dans la critique papier, etc., c'était Christophe Kantchev de Politis, que je ne connais même pas, que je n'ai jamais rencontré, mais qui en a fait une très belle analyse. Et bon, La patience du froid, c'est, en dépit du fait que ce soit une catastrophe économique, c'est un livre que j'adore. Et bon, je suis content que ce soit Philippe qui ait choisi, parce que chacun choisissait ce qu'il avait envie de parler, et je suis content que ce soit lui qui en parle. Moi, je suis content d'en parler. En plus, bon, aujourd'hui, la persistance du froid, ça va vous parler tout de suite. Dès que vous allez sortir, hein, vous allez l'emporter avec vous, vous allez comprendre. Ça se comprend très bien d'ailleurs que ce livre ait fait un fiasco, parce que en fait, c'est difficile d'en parler. En fait, hein. C'est un livre dont il est difficile de parler parce que je crois que c'est pour ça aussi que c'est un livre que moi j'aime vraiment beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. Parce que j'ai eu le sentiment, en le lisant, vraiment de découvrir quelque chose d'éminemment singulier, une façon d'écrire tout simplement, qui faisait un peu table rase de tout ce que j'avais pu lire auparavant, et moi j'ai tendance à considérer la littérature comme chaque fois une espèce de remise en jeu totale, un peu comme au casino. On a gagné pas grand chose, et ben on rejoue tout, on perd tout et on remet tout en question à chaque fois. Et alors là vraiment, dans ce livre-là, donc déjà quand on commence à le lire, on ne sait pas qui est le personnage principal. On n'est même pas bien certain d'ailleurs que telle figure qui est présentée, qui est décrite, est à proprement parler un personnage. Alors bon, il y a des noms, on comprend, tout est parfaitement immédiatement intelligible. C'est pas du tout un livre qui est difficile à lire, mais on passe d'un personnage à un autre comme ça, et puis au bout de 5 pages à peu près, il y a, je dirais, une liste de personnages, un peu comme un générique, en fait, qui apparaît. Donc on se rend compte que finalement, ce qu'on a lu jusqu'à présent, c'était une sorte de prélude. Et puis petit à petit, d'ailleurs, on prend conscience que très certainement, la composition musicale doit jouer un rôle dans la composition du livre. Mais même moi, je ne suis pas musicien, donc je ne peux pas en parler. Je le sens, simplement. Puis je le sens aussi parce que il se trouve que c'est certainement pas un hasard si un certain nombre des personnages évoqués sont musiciens, mais quelques-uns, pas tous. Et en fait, je dis personnages, mais même ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça, parce que le narrateur a une posture qui est assez inhabituelle. On a plutôt l'impression qu'il s'agit d'un biographe qui fait la biographie de personnages en restant toujours. Alors c'est ce qui est tout à fait étonnant. Donc il garde une espèce de distance respectueuse à l'égard de ces personnages, et en même temps il raconte des événements de leur vie qui finalement touchent quand même terriblement à l'intime, mais les personnages restent toujours opaques de l'extérieur, exactement finalement comme comme les gens qu'on croise, qu'on voit, qui sont là, avec qui éventuellement on parle, qu'on entend, mais dont on ne saura jamais rien de plus que ce qu'on voit ou de ce qu'on entend, de ce qu'on croit comprendre, et finalement tout cela c'est pas grand chose. Et donc chaque personnage est une sorte de mystère avec un destin. Alors un destin. Donc on a donc une espèce d'ensemble de réseau de biographies comme ça qui se tisse.
Et alors, il n'y a pas non plus comme il n'y a pas véritablement de raison pour qu'un personnage soit plus important qu'un autre, pourquoi accorder plus d'importance à celui-ci qu'à tel autre? Eh bien, au gré d'un lien, d'une rencontre, eh bien, on passe tel personnage qui au départ est juste joue un petit rôle dans la vie d'un autre, d'un seul coup, à son tour, se voit accéder à un rang de personnage principal, au moins le temps de quelques pages, et puis progressivement il y a quand même quelques silhouettes qui vont se dessiner de manière plus importante, notamment il y a le personnage qui va dominer, c'est une petite fille dont les parents sont contraints, que ses parents sont contraints d'abandonner parce que ils sont juifs et que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils préfèrent la mettre à l'abri et ils l'envoient aux États-Unis et puis elle va avoir un destin glorieux, ça devient une vedette de la télévision et donc elle va prendre comme ça elle va prendre plus d'importance, mais elle prend aussi plus d'importance parce que c'est un personnage qui est regardé par les autres et qui cherche à donner aussi une image du monde, et finalement on se rend compte que elle n'est pas la seule, parce que parmi les autres personnages que l'on croise, il y a un anthropologue, il y a un cosmonaute. Un cosmonaute, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, alors un cosmonaute soviétique, on a presque, quand on lit le roman, on a presque l'impression qu'il existe. On a envie on dit mais ce gars-là, en fait, je m'en souviens. Mais oui, non, il l'a inventé. Mais il y a des moments où on est pris de doute, parce que c'est raconté d'une telle manière que, effectivement, on a l'impression qu'il s'agit, de même pour Reza Weiner, l'actrice, on a l'impression que ce sont de vraies personnes. C'est pas du tout raconté d'une manière. Il y a un rapport à la fiction qui est très très étonnant là-dedans. Et donc oui, je disais donc un cosmonaute. Par un cosmonaute, finalement, dans les années 60, eh bien, c'est un peu la première personne à voir le monde d'un coup. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est frappant, parce qu'on a des destins qui sont extrêmement singuliers, on rentre vraiment dans l'intimité des personnages, et en même temps, il y a aussi, dans ce roman, une tentation, je dirais, un peu globalisante de voir à la fois, je dirais donc, le monde, puisque les personnages, en fait, traversent une bonne partie de l'hémisphère nord, en tout cas, puisque ça va depuis l'Union soviétique jusqu'aux États-Unis, en passant par le Vietnam, puisqu'il y a aussi la guerre du Vietnam est évoquée, et une bonne partie également, d'ailleurs, un pan d'histoire important, une moitié de siècle, à peu près, la deuxième moitié du XXe siècle. Enfin, ça commence un petit peu avant, puisqu'il y a la Seconde Guerre mondiale, mais voilà. Et en même temps, tout cela à travers des destins qui sont extrêmement singuliers. Et c'est comme s'il y avait l'irruption de l'histoire dans les destins intimes, et que ces destins sont cassés par l'histoire. Et en même temps, il balaie l'histoire occidentale de 39 à 2000, comme ça, à travers une brochette de personnages qui sont présentés comme un générique de film. Et donc, on passe de l'un à l'autre, et ce qui les lie, c'est quelque chose de très infime, qui est de très évanescent, qui va disparaître. Ça peut être un regard, ça peut être de la musique, ça peut être quelque chose de tactile, etc. Et ça représente une espèce de chaîne humaine, mais cette chaîne humaine est cassée par l'histoire. Moi, je le lis comme ça. Et la persistance du froid, c'est ça. C'est comment l'histoire peut briser les vies de gens qui sont susceptibles de se rencontrer, qui se rencontrent jamais, ou qui parfois finissent dans des cul-de-sac, comme le cosmonaute qui est porté au nu, véritablement, et qui, plus tard, est moqué comme étant le ringard absolu, d'un système. Fallait dire gueule, voilà. Reinhard Jägel, qui est Reinhard Jägel? Reinhard Jägel, bon voilà, c'est quelqu'un qui récemment a eu le prix Büchner en 2010. J'ai commencé à publier en 2007. Pourquoi? Parce que Martine Raymond, la traductrice de Rolf Dieter Brickmann,
m'avait un jour envoyé 30 feuillets avec une présentation de ce roman qui s'appelle Les Inachevés. Et il y avait 15 pages de traduction, etc. Et une dizaine de pages qui expliquaient ce qu'était le roman. Et sur la foi de ce que j'avais, je me suis engagé avec elle pour publier Yergel. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui était l'héritier d'Arnaud Schmitt, quoi. Mais c'était pas Arnaud Schmitt, c'était autre chose qu'Arnaud Schmitt. Et c'était l'héritier aussi de Dublin ou de Hansen et Jahn, des écrivains allemands qui sont centraux dans l'histoire de la littérature allemande du XXe siècle, etc. Et je me disais, bon, moi, je suis fan de Arnaud Schmitt, donc j'avais pas de problème à rentrer dans quelque chose qui était une façon d'éclater véritablement la langue allemande, qui est une langue d'agglomération, mais justement il l'explose, et il l'explose avec tout ce qui est disponible sur le clavier. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde une page de Yergel, tout de suite il y a un aspect plastique, et je dirais que l'œil joue tout autant que le cerveau lorsqu'on le lit, parce qu'on peut le lire à voix haute et en même temps ne pas avoir toute la matière plastique de la langue sur la page, parce qu'il va utiliser des 1, des égales, il antépose des signes de ponctuation à la manière de l'espagnol. Par exemple, il met un point d'exclamation avant une phrase, un point d'interrogation, il agglomère des mots, il les étire. Dans un même mot, il peut mettre 3 sens, donc il y a toute une polysémie du sens, comme ça, qui fait que la langue, elle est ructe, s'il fallait utiliser le terme de Deleuze, elle bégaye, etc. Il l'a fait avancer en la réinventant totalement, et avec au centre ce qui fait sa différence avec Arnaud Schmitt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ironie mordante d'Arnaud Schmitt par rapport à l'histoire. Lui, l'histoire, il la prend, il la brasse, présent, passé, futur. Tout est mélangé, etc. Et il étire tout ça, et il met en tension tout ce qui est la société allemande. Il était à l'Est pendant des années, il n'a pas pu publier. Il était victime de la censure. Il était obligé de faire un boulot qui n'avait rien à voir avec le fait d'être écrivain. Et quand le mur s'est effondré, il a pensé commencer à publier à l'Ouest, et malheureusement il a été victime d'une autre censure, c'est-à-dire la censure économique, parce que son premier roman s'est retrouvé directement au pilon. Voilà. Jusqu'à ce qu'il trouve l'éditeur qui l'a porté, Hanser Verlag, Michael Gruger, et qui l'a littéralement porté, quoi, et qui le porte encore. Et effectivement, quand il s'est mis à avoir le prix Büchner, bon, ça a ouvert des choses, etc. Même si tout le monde savait que ce type-là était un monument, un monstre. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir continuer, parce que ça sort totalement de l'ordinaire, quoi. Enfin, c'est un grand. Pourquoi c'est un grand? Bon, à cause de cette façon de traiter la langue, mais en même temps à cause des thématiques qui brassent toute la littérature occidentale. Bon, Renégat, Romantin nerveux, qui n'est pas là. Parce qu'il est épuisé, et c'est un livre qui fait 600 pages. Bon, je sais pas de quoi le rééditer. C'est dommage, parce que c'est un livre qui brasse Benjamin, Goethe, Baudrillard, qui ironiquement moque Houellebecq. Je veux dire, c'est truffé de citations, et en même temps, c'est basiquement un roman d'amour, quoi. C'est un roman d'amour, mais un roman d'amour dans une société qui est explosée, qui doit marier deux parties d'elle-même, une partie qui a été longtemps oubliée par l'histoire, et une partie qui est censée avoir avancé dans l'histoire. Et voilà, et il prend tout ça, il brasse tout ça, et évidemment, on est obligé de penser à Dublin, Alexanderplatz, c'est parce que ça part et ça finit au même endroit, mais avec une autre façon, avec toute cette manière qu'il a de brasser l'héritage. Et là, Les Inachevés, bon, c'est une histoire assez banale, quoi. C'est l'histoire de gens qui sont balayés par l'histoire, qui sont obligés de quitter leur patrie, etc. Et on s'aperçoit que
le fait d'avoir quitté la mère patrie comme ça, c'est quelque chose qui va marquer tous les destins qui suivent derrière. Donc jusqu'au fils qui raconte l'histoire à rebours, puisque on termine avec lui, il est dans un hôpital, et on va l'ouvrir parce qu'il a un cancer, et en fait on s'aperçoit que tout ce qui a précédé dans le roman, c'est effectivement tout ce qui va dégorger de lui, etc., toute sa propre histoire. Et bon, voilà, il y a des pages qui sont incroyables sur la façon dont les Allemands vivent ensemble, dont ils ont été traités aussi. Là, c'est des réfugiés. Il y a ce slogan « réfugiés un jour, réfugiés toujours », etc. Et c'est vraiment ça. Et il rigole. Bon, c'est un immense bonhomme, quoi. C'est Magnifique. voilà, ça sort totalement de l'ordinaire et ça fait appel à toutes sortes d'émotions, qui sont des émotions intellectuelles, qui sont des émotions très basiques, etc. Et en même temps, c'est vraiment un vrai challenge pour le lecteur. C'est-à-dire que, au départ, on peut penser que c'est difficile de commencer à lire un livre où il y a des 1 romains, des 1 pas romains, des signes égaux, des plus, des moins, des mots à coller, etc. Et au bout de 10 pages, on est complètement transporté, on est ailleurs, quoi. Et si on accepte d'être, je vais utiliser un mauvais mot, challengé, défié, en tant que lecteur, eh ben, on prend son pied, quoi. Voilà. Oui, non, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est déstabilisant au début, et comme tu le dis, en fait, il y a un côté très vite addictif. C'est-à-dire voilà, c'est des balises qui fonctionnent comme ça dans sa langue, et au contraire, on en a besoin en permanence parce que c'est la marque de l'écrivain qui est là aussi, qui rappelle que c'est du texte, et qui fait que justement, bah, ça marche très très vite. Oui, et puis en même temps, on se dit, quelle solution il va trouver, quoi. Et bon, alors là, la traductrice, alors là, chapeau, hein, chapeau bas, bon. Elle a eu des prix pour ça, mais simplement mérité. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est un auteur à part entière. Le travail, bon, vous le savez, hein, en tant que traducteur, vous savez tout le travail qu'il faut faire sur la langue, etc. Comment le risque qu'il faut prendre. Et voilà, elle a utilisé toutes sortes de choses, Queneau, toutes sortes d'écrivains qui ici ou là trouvaient des solutions. Et je peux vous dire que c'est traduit au cordeau, c'est-à-dire qu'il y a un respect absolu du texte et c'est une obsessionnelle comme tous je pense que les traducteurs ont besoin de ça, d'aller fouiller, chercher exactement ce qu'il faut faire. Enfin, toi, tu peux en parler avec Énigme Marcheur, toi, t'es obligé d'aller chercher vraiment ce qui collait. Et là, il y a ça, il y a ce défi-là et c'est parfaitement rempli et voilà, il y en a un troisième qui attend, qui est traduit, hein, puis voilà, il faut juste arriver à sortir, quoi. Bon, moi, dans la littérature, j'adore beaucoup la littérature allemande parce que je pense que c'est une littérature qui est très puissante, très diverse, etc. Bon, c'est un jalon, quoi. C'est quelqu'un qui a 9 livres derrière lui, et dans le premier livre, Mutter Vater Roman, tout est déjà là. Et bon, il faut voir tout ce qui déroule comme ça, tout ce qu'il est capable de mettre dans un livre. C'est dommage, j'ai pas Renégat là sous la main, parce qu'il n'y en a plus, mais... Je veux dire, s'il y a un livre de Quidam à acheter ce soir, c'est celui-là. Hein, c'est mal barré. C'est en 15, hein, déjà. Comme quoi, au niveau marketing, c'est pas bon. Parce que le livre n'est pas là. Celui-là, on peut, hein. Voilà. Celui-là, on peut. Je peux vous dire que c'est les derniers, hein. Parce qu'ils sont chez Karim. Il n'y en a pas d'autres. Et puis, bon, j'ai envie de dire un mot. Encore ou pas? Ouais, bien sûr, on est venu pour ça. Ou toi, Claro, sur Josip-Ovicé. Ah non, t'en parles mieux que moi. Non, pas forcément. Non, bah oui, c'est vrai que j'ai traduit un livre pour toi, j'aurais dû en parler tout à l'heure. J'étais quand même très content qu'un jour on arrive à se retrouver là-dessus. Et voilà, j'avais lu son précédent qui avait super bien traduit Bernard Höfner, là, qui s'appelait Moupak. Ouais. Et ça, c'est un livre, alors c'est pas du tout dans le type de littérature que je traduis d'habitude, donc c'était très difficile pour moi. Parce que c'est un livre, on va dire, intangible, imperceptible. Voilà, c'est une histoire d'un type qui est devant une fenêtre, et puis peut-être que la fenêtre se lézarde, et qu'il se passe des choses dans le texte aussi qui se lézardent, avec des phrases ritournelles comme ça, qui reviennent, c'est très simple. Donc vous traduisez et vous déplacez des tout petits cubes d'air comme ça, mais qui au bout d'un moment font une espèce de vent de parole qui commence à circuler.
on le lit une fois, on a une première intellection du livre, et puis on le lit une deuxième fois, il y a d'autres choses qui commencent à apparaître, un peu comme des choses derrière une vitre qui sont un peu plus visibles au bout d'un moment. Donc c'est un texte qui est tout petit, tout court, mais qui continue à respirer en permanence et à donner une impression différente. Enfin, c'est assez difficile d'en parler, mais moi j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il y a un livre qu'il faut acheter chez Quidam. Bah, sauf que Mopac, c'est bien aussi. J'arrête. Ouais, Mopac, bon, Mopac. Non, mais bon, je suis obligé d'arrêter, mais Mopac, Mopac, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Vous voulez vous balader dans Londres? Ouais. Achetez Mopac. Vous allez traverser tout Londres, jardin, parc, etc. Non, c'est sur la création, c'est sur l'écrivain, sur ce qu'est la civilisation, ce qu'est la nature, c'est très bien traduit. Et Bernard Haffner a pris un bon pied avec ça et c'est très très riche. Joseph Bouvicier, c'est un éminent critique. Il y a des essais somptueux. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans le postmodernisme, je pense qu'il est, non pas qu'il l'exècre, mais il voudrait qu'on revienne au modernisme, à la question du modernisme. Ces livres sont traversés par ça, mais ils sont traversés aussi par une espèce de rythme interne, une musique, une élégance, et je dirais que c'est comme si un homme du XVIIIe siècle, un honnête homme, mais qui aurait été traversé par vraiment tous les chaos de l'histoire, eh bien, à la fois racontait ce qu'est être un écrivain et en même temps parlait de ce qu'est notre civilisation aujourd'hui. Et c'est dans Mopac, c'est une façon disséminée dans Tout passe, et c'est dans celui qui est à venir pour le mois d'octobre, Goldberg Variations, Goldberg Variation, qui est une fugue littéraire à partir des variations Goldberg, à travers le portrait d'un écrivain qui est sommé de raconter des histoires à quelqu'un qui est insomniaque. Ah ben on peut se faire balader en tant que lecteur, effectivement on est baladé, parce que c'est l'histoire d'un livre qui n'a jamais été écrit et qui potentiellement fait des centaines, peut-être des milliers de pages et sur lequel quelqu'un écrit depuis 10 ans, quoi, mais qui n'existe pas. Voilà, je sais pas. Je vais dire un mot sur ce livre. De toute façon, quand on découvre, enfin moi en tant que lecteur, le catalogue de Quidam, c'est effectivement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que on va de découverte en découverte. Enfin, ça s'arrête jamais. Il y a aucune mauvaise surprise. C'est au minimum intéressant. Enfin, comme le disait Claro, et éventuellement c'est une révélation. Donc moi, je vais en citer 3, mais en 30 secondes parce qu'il y a quasiment plus de temps. Le son de ma voix, en fait, je crois que j'ai jamais lu un livre aussi à la fois drôle et effrayant en même temps. C'est un cadre écossais alcoolique. C'est raconté à la deuxième personne et ça change à la dernière page. La voix qui s'exprime change même dans la dernière ligne. C'est vraiment drôle et c'est saisissant tellement c'est glaçant. Enfin, c'est vraiment, je crois que j'ai jamais lu un texte aussi fort en fait sur l'expérience de l'alcoolisme, enfin que je maîtrise pas de première main, Nathan, du bien, mais c'est d'autres spécialités. Exactement. Enfin bon, Irvine Welsh on a écrit également une très 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 belle préface dans ce livre, donc c'est magnifique. Le deuxième dont je voulais dire un mot, c'est Paulus Orgaterer, donc c'est un Autrichien. Il y a 2 livres chez Quidam. Moi j'ai beaucoup aimé parce que chez Carril on aime bien les gens qui jouent avec les codes et les attentes des lecteurs. Enfin donc c'est aussi une caractéristique qu'on trouve dans beaucoup de livres chez Quidam. Mais donc dans son tout premier Brève histoire de pêche à la mouche. Brève histoire de pêche à la mouche, c'est 3 psychiatres autrichiens qui vont font un week-end de pêche à la mouche comme son nom l'indique. Dit comme ça paraît totalement effrayant, de la pêche à la mouche. Donc c'est un jeu avec le nature writing qui est complètement fou. C'est-à-dire
il y a l'ombre du début de Délivrance, du film de Borman qui plane tout le long sur ce roman. Ils ne font que pêcher à la mouche et pourtant on peut pas s'empêcher de la première à la dernière page de craindre que quelque chose d'atroce va se passer ou peut-être même s'est passé et on n'en est pas sûr. C'est une expérience très étonnante. La douceur de la vie, c'est d'une certaine façon plus classique. En apparence, c'est un thriller policier avec un crime ultra sanglant dans un petit village autrichien qui est bloqué par la neige en plein hiver. Il y a 7 narrateurs. C'est assez compliqué de savoir qui parle. C'est très mêlé. Il y a encore des psychiatres. Et ce qui se passe réellement, c'est une enquête, mais les attentes par rapport à un thriller d'enquête sont complètement subverties par le jeu de ces narrateurs et la façon dont on se demande bien en fait qu'est-ce qui se passe exactement. Et enfin, moi j'ai adoré. C'est un portrait glaçant de l'Autriche, quoi. Ah ben c'est un portrait de l'Autriche tout court. Oui, faut pas dire ça parce que c'est pas tout à fait. Faut pas dire ça. Non. C'est très dur pour les. J'attends le grand roman chaleureux sur l'Autriche. Il y en a pas. Non, mais ce que j'aime, c'est que avec des moyens très classiques, il dresse un portrait absolument accablant de l'Autriche. Mais glaçant est vraiment le mot. Et le dernier, en revanche, qui lui est paradoxalement, parlant de choses atroces, arrive à écrire deux romans, enfin donc tu l'as mentionné tout à l'heure, qui sont incroyablement chaleureux, c'est David M. Thomas, donc qui est un Gallois qui écrit en français, donc avec une langue qui est très très forte en français, mais qui n'est pas sa langue d'origine, et ça donne un ton assez particulier. Les 2 tomes donc que j'ai lus de la trilogie, le premier c'est un épisode de la guerre d'Espagne, au moment où l'Andalousie tombe aux mains des fascistes. Donc il y a un Gallois, un Allemand, un Italien, et puis des Espagnols bien entendu. Et c'est une petite scène en fait de ce moment terrible. Il le raconte d'une manière. J'avais pas encore rencontré, dans la période récente, de gens en français qui ont un projet qui est comparable à celui du nouvel italien épique, donc de gens comme Wuming, comme Evangelisti, qui font des romans historiques mais incroyablement documentés, extrêmement politisés, et en même temps qui sont un témoignage de la fraternité de base qui peut exister entre les gens, donc d'une très profonde humanité, mais sans du tout tomber dans les facilités du récit historique. C'est vraiment des romans qui sont ambitieux. Alors le style est très classique. Quand on sort de là, avec une espèce de bouffée de joie en fait, alors même que tout ce qui a été raconté est terrible. Bien entendu, c'est la guerre d'Espagne, quoi. Donc c'est pas si classique que ça, parce que par exemple tout ce qu'il fait dans les dialogues, c'est toujours génial parce que c'est jamais quelqu'un qui parle et l'autre qui lui répond. Qui n'existe même pas dans la vraie vie. Oui. En plus. Il fait avancer le récit par le dialogue. Et il fait avancer toutes sortes de choses. Et tu as des flots de pensées qui sont insérés dans les dialogues sans arrêt en fait. Non, mais c'est ça. Il y a des bouts de monologue en fait en réalité. Le dialogue est hyper intelligent. Ouais. Et ce que tu as dit est très juste. C'est-à-dire que c'est ultra documenté. Il n'y a pas une chose qui ne soit dans nos yeux maudits, par exemple, raconte le camp de Mauthausen. Dans le 2e tome, qui se passe juste après, tout est juste. Absolument tout est juste du réel du camp, de ce qui s'y passait, de la façon dont le camp était organisé, etc. Donc c'est ultra documenté. Bon, il y en a un 3e, puisque c'est normalement censé être une trilogie. Le 2e tome de la trilogie, c'est plus la guerre d'Espagne, ça se passe juste après, mais c'est la même équipe, donc ces gens qui se sont sauvés in extremis de cette situation en Andalousie, et l'un d'eux, donc l'Italien, en fait s'est retrouvé par accident en fait séparé du groupe et se retrouve interné à Mauthausen. Et ils vont tenter donc un truc qui est un scénario vraiment alors là de film et de film d'action un peu délirant, c'est-à-dire que avec leurs moyens du bord, ils vont aller en pleine Allemagne nazie. Bon, on est en fin 44, donc Allemagne un peu déliquescente, mais justement qui a la rage, et ils vont aller le chercher à Mauthausen pour le sauver, quoi. Bah, c'est incroyable. C'est un peu avant que le film existe. C'est Incredible Bastard, c'est un peu ça, quoi. Inglourious Basterds. Ou Inglourious Basterds, je sais pas comment ça. Voilà. Et effectivement. C'est spécialisé dans les trilogies en 2 volumes. Ça c'est l'art du teasing. Ça c'est mon. Effectivement, my God, c'est mon gros défaut. Bon, je vais terminer avec vous lire un extrait d'un roman qui va paraître au mois de mars.
grâce à une souscription de lecteurs. C'est un roman de Catherine Ismail qui est quelque part, je pense. Non, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle est plus là? Voilà. Ah bon? Non, elle est partie. Ah si, elle est là. Voilà, Catherine Ismail, un roman qui s'appelle Irène, Nestor et la vérité. C'est une langue très pleine de vitalité, riche. Le mieux, c'est que je vous en lise des extraits. C'est l'histoire banale d'un couple, une histoire d'amour qui finit mal. Ils sont reclus à la campagne. Et le livre n'est construit que de soliloques. Il y a 3 personnages, Irène, Nestor, un ami qui déplore la situation et qui est impuissant, Pierre, et qui met en perspective les 2 personnages. Et puis il y a ce 4e personnage qui est en creux et qui est la vérité. Ça sort le 20 mars. Ce que j'aimais pendant cette époque, c'était danser. Là au moins quelque chose m'échappait, quelque chose de moi qui m'étonnait presque, dont j'avais pourtant l'intuition. L'infini, c'est ainsi qu'aujourd'hui je le dirais. L'infini cerclé d'une grille de parc qui maintenant me délivre. Des limites à franchir, des débordements qui ne portent plus seulement sur mes pieds, échappant d'un lit ou sur mes colères blanches, enfouies, massacrées quand Nestor me criait d'écouter la musique. Sa voix devait la recouvrir, pour remuer correctement. Je dansais en rose autour de la table, le pied tendu et la jambe en arabesque. Ma main agrippe une chaise, je tourne, saute, reprends le corps de l'homme, m'y loge, frotte. Ma tête repose sur son épaule, la chaleur m'envahit, un bien-être compliqué. Je me sépare, virevolte en petits pas frappés, je chante. Fort sûrement, faux même. Nestor secoue mon bras, j'expulse de la hanche et reviens par la taille. Je redécouvre ma colonne, me cambre, dresse, chahute. Mes bras se déploient en ligne sinusoïdale, mes pieds suivent. Et puis un après-midi, j'en ai eu assez d'imagination des autres. Champs, marées, mystère des bateaux et des traversées, j'y suis allé à la falaise. J'ai vu les autobus de la côte et les tournants de ces routes sur lesquelles j'ai imaginé des cyclistes identiques à ceux avec lesquels je jouais enfant. L'omnipotence de la bille. Petite, je trichais en écrasant les monticules de sable ou les dressais en vitesse, évitant ainsi les sorties de route fatales. Le jaune suait à grosses gouttes, j'aimais les poids. Ils se tenaient tous à une distance régulière en suivant le premier. J'aurais dû m'en douter, je rompais le peloton en un chaos de roue dans roue au sein duquel beaucoup tombaient. J'étais alors satisfaite. Triste bien sûr de leur peine à enfourcher le vélo, mais contente et garçon. Je suis allé à la falaise, jusqu'à ne plus voir aucun bus, aucun touriste, aucun corps, autre que le corps mort de la plage, les cheveux verts. C'est en revenant de ces hautes pierres que l'on me dit folle la première fois. Folle de parler à un oiseau, folle d'y voir mes espérances et leur chute comme un corps. Et puis, il y en eut une deuxième et une troisième quand j'entrepris sans prudence, j'en conviens, de sortir de ma cage. Je marchais. À chaque pas, un mot déjà, à chaque pas la possibilité d'en trouver un autre, même hésitant, balbutié. J'étais debout dans l'éruption de la terre vers le ciel, puis, en plus contraire, une retombée de lave chaude qui me grillait. Je courbais bien le dos, animal flairant la terre dans l'espoir d'y trouver un os ou une étoile. Folle allié qu'il répétait aussi bravement Nestor, quand il venait de dompter de ses poings mes imaginations en les traitant de mensonges. Mon silence était brutal, têtu, tandis que je me formais en monologue. L'écartèlement du mot, ou plutôt un battement autre, une fréquence à laquelle je n'étais plus habitué, précipita cet instant-là. J'étais à la loterie des lettres, ou bien peut-être au balancement imprévu de phrases. J'en piquais une, et puis une autre, un rang composé de nouvelles. Je suis devenue silencieuse, mais seule moi le savais. Une autre voix parlait, opiniâtre. Ça passait plus par la tête. J'acceptais le devoir de choisir, de composer, d'être par-delà ce qu'on m'avait inculqué et ce à quoi j'avais tenté de me limiter pour ne faire de peine à personne. Les mots revenaient, fusaient, m'irriguaient, me tirant vers des audaces qui me faisaient rire ou peur, l'un à l'autre mais sans mesure. Je quittais ma région et mon sort, je n'avais rien attendu, ignorant d'ailleurs ce qui pouvait arriver de cette langue qui m'enseignait pêle-mêle ses délices, ses rugosités, ouvrant une trappe semblable à celle d'un puits dans lequel je tombais. C'est dans cette nouvelle respiration que ma liberté fit jour. Et c'est ma liberté que Nestor frappa. Chaque jour ici, mon ventre dégonfle, les peaux dont on m'a recouverte se résumeront bientôt à une seule. J'essaie, j'acquiers. Cette femme, je ne la connais pas et d'ailleurs elle m'indiffère. Elle est toijocha, sabot aiguille, contraire. Elle s'enrubane dans des étoffes de couleurs sorties du gris, bleu, vert, c'est vrai,
Moi aussi je possède cette chose que je ne laisserai pas corrompre. J'imagine non pas une autre vie, mais d'autres chemins, des accès dérobés qui sont, à leur manière, des voies que je me demande de découvrir. Allez voir. Au fil des mots, je retrouve l'ouïe, un rythme, de la vérité. La vue nourrie d'émotions et dégagée de la terreur qui me faisait la fuir. Il n'y aura plus d'autres sous-entendus. Il y aura seulement tout ce que je ne dirai jamais. Entendez-moi sourire. Je l'écoute autant que je le sens et le vois, ce visage tenu dans un miroir et coupé en deux au niveau des lèvres. Mes oreilles se dressent, le front s'étire, les yeux se creusent. Je comprends. Vacarme du monde, grondement du ciel, un bois et bien plus loin la mer et ses rivages. J'affirme que cela faisait longtemps que je me baladais sur d'autres rives. Moi, et fatalement partout, ma destinée de morte qui devait bien mourir. C'est fait par l'ordonnance d'un autre lieu qui me rend responsable de ma nouvelle existence. Là, assurément, inscrite et déjà à l'écart d'un sort dont je me prépare à sortir. Je regarde les blouses, le balancement des boutons, les pans qui dévoilent et voilent les jambes. Je m'appelle Irène. Je le frappe sur pierre, les grilles me semblent moins hautes. Je vais sortir du trou. Il aura fallu un coup précis sur ma tempe. La vérité, je lui la laisse. Voilà. Ça sort en mars et c'est magnifique. Je le dis simplement, hein, c'est vraiment un roman très touchant qui passe en revue un couple et tout ce qui est sous-jacent comme ça et qui évidemment est sur la langue. Et bon, voilà, la langue elle est là. J'espère que vous l'avoir fait entendre. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci à vous. Je pense que beaucoup parmi vous ont déjà un certain nombre de volumes Kidam, mais vous avez donc bien vu qu'il y a 14 volumes qui sont celui avec lequel il faut absolument repartir. Donc n'hésitez pas à compléter.